Alors hier, une information plutôt inattendue et particulièrement inquiétante a commencé à circuler sur les marchés financiers. Cette information ne concerne pas seulement BlackRock, l'un des acteurs les plus puissants de la finance mondiale, elle concerne en réalité l'épargne de millions de personnes, retraite, assurance, fonds de pension ou encore simples placements financiers. Ce qui vient de se produire pourrait bien s'étendre très vite au-delà des mastodontes de la finance mondiale. On parle souvent de BlackRock, ici sur la chaîne ce sont eux qui monopolisent le marché institutionnel du Bitcoin avec les ETF, mais c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, il s'agit d'un problème auquel finalement tout le monde devrait s'intéresser parce que c'est le premier domino de quelque chose de beaucoup plus important qui vient tout juste de tomber. BlackRock a limité les retraits sur l'un de ses plus grands fonds de crédit privé. Le fonds concerné s'appelle HPS Corporate Lending Fund et il gère environ 26 milliards de dollars d'actifs. Récemment, les investisseurs ont demandé à retirer 1,2 milliard de dollars. Cela représente environ 9% du fonds. Mais ce type de fonds a une règle très particulière. Les retraits sont limités à environ 5% par trimestre. Donc BlackRock n'a pas pu rembourser tout le monde. Le gestionnaire du fonds a versé environ 620 millions de dollars, soit la limite autorisée, et le reste des retraits a été bloqué. Alors sur le papier, c'est pas un défaut, c'est une règle contractuelle, mais dans la pratique, ça révèle quelque chose de beaucoup plus important. Les investisseurs veulent récupérer leur argent, et quand les investisseurs commencent à vouloir sortir tous en même temps d'un type d'actif, eh bien ça signifie qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Mais ce n'est pas le seul facteur d'inquiétude pour le moment. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment autour de l'Iran, on le sait, commencent déjà à peser sur les marchés. Les conflits ont toujours un effet direct sur l'économie réelle. La hausse des coûts de l'énergie, les perturbations logistiques et des incertitudes pour les entreprises. Et dans un environnement déjà fragile, ce type de choc peut accélérer certaines difficultés financières et augmenter le risque de défaut de paiement pour les entreprises les plus endettées. Quelques jours auparavant, il faut savoir que BlackRock a annoncé une autre décision très inhabituelle. Le groupe a ramené à zéro la valeur d'un prêt privé de 250 millions de dollars. Ce prêt avait été accordé à une entreprise appelée Infinite Commerce Holdings. Il y a seulement 3 mois, ce prêt était encore valorisé à 100 cents pour un dollar, c'est-à-dire à sa valeur complète. Et en seulement 90 jours, sa valeur est passée à zéro. Autrement dit, ce prêt est désormais considéré comme sans valeur, une perte sèche pour BlackRock et pour ses investisseurs. En quelques semaines, c'est le deuxième effondrement qui touche la division de crédit privé de BlackRock. Certaines entreprises ne peuvent plus payer leurs dettes. Et comme je te le disais, on ne ressent encore que les débuts des conséquences du conflit en Iran. Et cela arrive dans un contexte où plusieurs grands fonds de crédit privé reçoivent eux aussi des demandes de retrait élevées. Comme tu le vois ici, TPG, Apollo ou encore KKR ont subi des retraits massifs ces derniers temps. Ça ne concerne donc pas seulement BlackRock. Plusieurs acteurs majeurs commencent à avoir des tensions à apparaître. John Zito, qui supervise le crédit chez Apollo, un autre acteur majeur du secteur, comme tu viens de le voir, a déclaré que les 12 à 18 prochains mois seront probablement plus difficiles pour le crédit privé. Une façon polie de dire que la situation est particulièrement tendue. Alors pour comprendre ce qu'il se passe et les conséquences possibles à tous les niveaux, je pense qu'il faut qu'on prenne une minute pour comprendre comment fonctionne réellement ce système de crédit privé. Traditionnellement, lorsqu'une entreprise a besoin d'argent, elle se tourne vers une banque. Depuis 2008 et la crise des subprimes, les choses ont quelque peu évolué. Les banques sont devenues plus frileuses et le système s'est donc tourné vers de nouvelles solutions de financement, vers un nouveau public, notamment le private equity qui est destiné au financement des startups et qui est devenu en quelques années beaucoup plus accessible. Ces solutions sont destinées à ouvrir les portes de l'investissement à de jeunes cols blancs et ont été rendues célèbres notamment par l'émission Shark Tank dont la diffusion a démarré en 2009 aux États-Unis et qui s'est exportée au Japon ou encore en France sous le nom de Qui veut être mon associé. Comprendre autour de tout ça que les banques n'ont plus le monopole de l'investissement en direct. Après la crise financière de 2008, les banques en ont profité pour se retirer plus ou moins officiellement de certains secteurs, surtout pour les entreprises, pour les projets jugés trop risqués. Ce vide a donc été comblé par les private equity, mais également par un tout nouveau secteur, le private credit ou crédit privé. Vous apprécierez mon anglais au passage. Aujourd'hui, ce marché représente plus de 2000 milliards de dollars. Pour donner un ordre de grandeur, il faisait environ 500 milliards en 2015. En une décennie, il a donc quadruplé. Les plus grands acteurs de ce marché, on l'a vu, sont BlackRock, Apollo Global Management, Ares Management ou encore KKR. Et le fonctionnement est relativement simple. Par l'intermédiaire de ces boîtes-là, les investisseurs placent de l'argent dans un fonds. Le fonds utilise ensuite cet argent pour prêter directement à des entreprises.
Ces entreprises remboursent à leur tour le capital plus les intérêts. Et c'est ces intérêts qui sont redistribués aux investisseurs. Alors je pense qu'ici, tu devines la différence et tout l'intérêt qu'il y a pour l'investisseur. Parce qu'aujourd'hui, la banque, elle fait déjà ça avec ton argent. La différence ici, c'est que eh bien, tu vas croquer une part du gâteau, mais tu vas aussi manger les risques. On va prendre un exemple simple. Imaginons 10 000 investisseurs qui placent chacun 10 000 euros. Le fonds collecte donc 100 millions d'euros. Avec cet argent, il peut financer une entreprise industrielle, une chaîne d'hôtels, une société technologique non cotée ou encore le rachat d'une entreprise. Ces prêts peuvent rapporter aux investisseurs jusqu'à 8 à 12% par an. Alors tu te doutes bien que pendant plusieurs années, ce type de rendement a attiré énormément de capitaux, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt étaient proches de zéro. Pour les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les assurances, les systèmes de retraite, c'était extrêmement attractif, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. Le crédit privé promettait plus de rendement que les obligations et une volatilité plus faible que les actions. Le mot important à l'époque était relativement sûr. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sache ici qu'il y a une notion importante à prendre en compte. La possibilité pour l'investisseur d'emprunter d'un côté de l'argent à un taux très bas, auprès d'un organisme classique comme une banque par exemple, et de prêter de l'autre côté cet argent à un taux plus élevé, et donc d'encaisser la différence entre le taux de la dette et le taux du rendement. Si tu sais lire entre les lignes, tu dois comprendre ici bien, que ça pue un peu. Et pas qu'un peu. Je vais te laisser méditer là-dessus une seconde, le temps pour moi de te souhaiter la bienvenue ici sur la chaîne. Si tu nous rejoins, je m'appelle Sylvain et tu es sur Objectif Une. On parle de crypto-monnaie, d'investissement, de macroéconomie, de géopolitique. Alors si ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à nous rejoindre en cliquant par ici sur le bouton s'abonner et puis active la cloche pour être au fait de nos prochaines vidéos. Et puis si tu apprécies déjà cette vidéo, like, appuie sur le bouton, appuie sur le pouce, ça lui donne de la force, ça booste la vidéo, ça encourage notre travail et je t'en remercie. J'en reviens à mes histoires de crédit privé, parce que ces investissements ont une particularité très importante. Les actifs détenus par ces fonds sont très difficiles à vendre rapidement. Contrairement aux actions, il n'existe aucun marché centralisé. Chaque prêt est unique. Chaque transaction est négociée quelque part en privé. Et ça, ça crée un problème potentiel. Si beaucoup d'investisseurs veulent récupérer leur argent en même temps, le fonds ne peut pas vendre les prêts assez vite. C'est exactement ce que l'on appelle le risque de liquidité. Et c'est précisément la situation que nous voyons apparaître aujourd'hui et qui met quelque part BlackRock, on va dire, dans l'embarras. Parce que oui, un crédit peut être racheté, mais pas par n'importe qui et surtout pas n'importe comment. Pendant plusieurs années, le crédit privé a distribué des rendements très élevés. En 2023, certains fonds d'investissement affichaient des rendements d'environ 11%, mais ces rendements ont commencé petit à petit à baisser. En 2024, ils étaient tombés sous les 9%, et sur la première moitié de 2025, ils sont même descendus autour des 6%. Aujourd'hui, les rendements restent positifs, mais ils sont bien plus faibles que ce que beaucoup d'investisseurs attendaient. Et lorsque les rendements baissent, un phénomène classique se produit, les investisseurs sortent pour aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Il y a aussi un autre facteur psychologique très important sur les marchés, l'anticipation des taux d'intérêt. Si les investisseurs commencent à penser que les banques centrales pourraient remonter les taux d'intérêt dans les mois à venir, c'est qu'une forte probabilité liée au conflit en Iran, beaucoup préfèrent déboucler leur position dès maintenant. Donc l'idée est simple, récupérer leur capital aujourd'hui pour pouvoir le replacer dès que possible, plus tard, un rendement potentiellement plus élevé. Et lorsque ce réflexe devient collectif, il peut accélérer les sorties de capitaux dans certains fonds. Et c'est à ce moment-là que beaucoup découvrent quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas vraiment compris. Le fait que ces fonds sont semi-liquides. Cela signifie que les retraits sont autorisés, mais dans une limite parfaitement stricte, souvent autour des 5% du fonds par trimestre. En période de stabilité, c'est un système qui fonctionne très bien. Mais en période d'incertitude comme en ce moment, ces limites deviennent alors très importantes et particulièrement contestées et discutables. Ces fonds sont semi-liquides. Cela signifie que les retraits sont autorisés mais dans une limite parfaitement stricte, souvent autour de 5% du fonds par trimestre. Alors en période de stabilité, ce système fonctionne très bien, mais en période d'incertitude comme actuellement, ces limites deviennent alors très importantes et particulièrement contestées et discutables. Parce que les investisseurs réalisent souvent trop tard qu'ils ne peuvent pas récupérer tout leur capital immédiatement. Et les tensions ne concernent pas seulement BlackRock. Ces dernières semaines, plusieurs grands acteurs du secteur ont montré des signes de stress, avec par exemple Apollo qui a réduit certaines distributions et déprécié des actifs dans un fonds de mid-cap, Blackstone qui a reçu 3,7 milliards de dollars de demandes de retrait
dans son principal fonds de crédit privé. Et certaines sociétés spécialisées ont dû durcir leurs règles de retrait après des problèmes d'évaluation d'actifs. Quand plusieurs acteurs d'une industrie de près de 2000 milliards de dollars commencent à rencontrer les mêmes problèmes, les marchés et les investisseurs commencent naturellement à s'inquiéter. Alors on vient d'en parler, la baisse progressive des taux a incité les prêteurs à sortir, mais ça crée aussi un autre problème, parce que bon nombre de prêts contractés pendant cette période de taux bas arrivent maintenant à échéance. Certaines entreprises doivent aujourd'hui refinancer leurs dettes, et elles le font dans un environnement où les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Alors ces refinancements pour certaines entreprises solides, ça reste gérable. Mais pour beaucoup d'autres, eh bien, cela devient beaucoup plus compliqué. Certaines de ces entreprises ont été financées pendant des années alors qu'elles ne généraient presque aucun profit, surtout dans certains secteurs, start-up comme l'intelligence artificielle par exemple. Et aujourd'hui, eh bien, ces entreprises ne génèrent toujours pas de cash. Elles ont donc besoin de lever de nouvelles dettes pour continuer d'exister, de lever de nouvelles dettes à un taux plus cher pour payer d'anciennes dettes et des coûts de fonctionnement classiques. Et lorsque les coûts d'emprunt augmentent fortement, eh bien ces entreprises commencent à rencontrer de réelles difficultés. Elles réduisent leurs dépenses, elles ralentissent leurs embauches, elles annulent tout ce qui est projet d'expansion et dans ces situations, même parfois des entreprises solides, eh bien, peuvent commencer à protéger leurs marges. Et lorsque ces marges diminuent, eh bien, les bénéfices commencent aussi à baisser. Et c'est souvent à ce moment-là que les marchés boursiers finissent par réagir. On a brièvement abordé la vente des prêts, mais je pense qu'il est important qu'on y revienne dessus. On l'a dit, ces ventes se font sur ce que l'on appelle le marché secondaire du crédit privé. Et ce marché est beaucoup moins liquide que la bourse. Mais il faut préciser que les acheteurs sont généralement d'autres fonds similaires. BlackRock achète les crédits de Apollo, qui achète ceux de Ares, qui achète ceux de KKR, qui achète ceux de BlackRock, etc. etc. Et si plusieurs fonds doivent vendre en même temps, parce que les prêteurs veulent tous sortir, eh bien personne n'achète. Donc les prix commencent à chuter. Les prêts peuvent alors être vendus jusqu'à 80 voire 90% de leur valeur nominale. Et ça, eh bien, comme toujours dans ce genre de situation, ça crée un effet domino, des pertes comptables qui s'accumulent, une inquiétude grandissante des investisseurs, ce qui entraîne encore davantage de retrait. Alors si on dézoome un peu, parce que jusque-là, on pourrait se dire, tant pis pour BlackRock, ils ont joué, ils ont perdu, tant pis pour eux. Alors on pourrait penser que le crédit privé est un univers parfaitement isolé, mais en réalité ce n'est pas du tout le cas. Les entreprises financées par ces prêts opèrent dans toute l'économie, l'industrie, les services, la santé, la technologie, et lorsque leur financement devient plus difficile, eh bien cela finit par apparaître dans leurs résultats. Et lorsque les bénéfices des entreprises sont sous pression, les marchés boursiers finissent par suivre. C'est exactement l'avertissement qui vient d'être lancé par John Zito, le responsable de crédit chez Apollo, quand il dit que les 12 à 18 prochains mois pourraient être plus difficiles pour le crédit privé. Il a ajouté quelque chose de très important. Si le crédit privé subit une forte correction, il est très improbable que les marchés boursiers restent totalement indemnes. Aujourd'hui, environ 60% des ménages américains sont exposés aux marchés boursiers, directement ou via leur fonds de retraite. Donc si les problèmes du crédit commencent à se propager vers les bénéfices des entreprises, l'impact peut finir par toucher ces portefeuilles. Après l'annonce des tensions dans ce fameux fonds, l'action de BlackRock a d'ailleurs chuté de plus de 7% en bourse, ce qui montre que les investisseurs commencent à regarder ce marché avec beaucoup plus d'attention. Difficile à ce stade de ne pas faire un parallèle historique. Avant la crise financière de 2007-2008, plusieurs institutions financières majeures ont commencé à rencontrer des problèmes de crédit. Puis les tensions se sont propagées à tout le système. Des institutions comme Bear Stearns, Fannie Mae ou encore Lehman Brothers ont fini par s'effondrer ou être nationalisées. Le crédit interbancaire s'est alors figé, les marchés ont chuté et la crise s'est propagée à l'ensemble de l'économie mondiale, la fameuse crise des subprimes. Bien sûr, la situation actuelle n'est pas nécessairement la même, on ne parle pas de crédit interbancaire, mais de crédit interfonds d'investissement. Tu vois que c'est pas pareil, sur le papier c'est pas pareil. Ce qui inquiète certains analystes aujourd'hui, c'est la taille atteinte par ce marché. Le crédit privé est devenu un système de financement de plusieurs milliers de milliards de dollars. Et une grande partie de cet argent provient en réalité de fonds de pension, des assurances et de l'épargne retraite. Autrement dit, l'argent de millions d'épargnants. La principale différence, elle est là. On ne parle plus de grandes banques, mais de centaines de milliers d'épargnants, plus ou moins gros, qui pourraient prendre de plein fouet la crise du crédit privé. De plus en plus d'investisseurs commencent à surveiller très attentivement ce qui se passe dans ce marché, parce que lorsque les tensions apparaissent dans le crédit, elles ont souvent tendance à toucher l'ensemble de l'économie. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Son contenu, de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ces informations, cette analyse. Tu peux t'abonner par ici. Et pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, pense à activer la cloche de notification. Pense également à nous lâcher un like, ça soutient énormément notre travail et je t'en remercie.
Les crises financières commencent rarement par un grand crash visible. Elles commencent souvent par de petites news qui sont rapidement étouffées. Peut-être que la crise du crédit privé finira par se stabiliser. Ça semble plutôt mal engagé vu ce qui se passe au Moyen-Orient et l'impact futur de cette guerre sur l'économie mondiale. On vient probablement d'assister au premier domino d'un cycle beaucoup plus compliqué. Dans tous les cas, c'est clairement un marché qu'il va falloir surveiller de très près dans les prochains mois. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!